Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde consacrée aux pratiques collaboratives Sharing Cities. Dans un premier temps, nous allons donner la parole à Frédéric Seban de ZenPark, qui a 3 minutes pour vous expliquer ce qu'est ZenPark et quel est leur business. Frédéric, c'est à vous. Merci. Merci Dominique. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Frédéric Seban, directeur associé au Business Development chez ZenPark, le premier opérateur de parking partagé en France. Alors, en 2008, Zipcar, le précurseur de l'autopartage, annonçait dans une publicité 350 heures de sexe contre 420 heures à chercher une place par an, quelque chose ne tourne pas rond. On est bien d'accord. Alors, leur solution, c'était l'autopartage. Et ZenPark, lui, apporte le parking partagé. C'est une activité qui s'inscrit totalement dans une tendance de fond qui est l'économie du partage. En effet, au moment où je vous parle, entre 20 et 30% des véhicules qui circulent à Paris et dans les grandes villes européennes sont à la recherche d'une place. Alors qu'au même moment, 7 millions de places sont disponibles dans des parkings d'institutionnels, c'est-à-dire d'hôtels, d'entreprises, de bailleurs sociaux, etc. Alors la mission de ZenPark, c'est de permettre aux automobilistes d'accéder à ces places le plus simplement possible. Pour cela, nous installons à l'entrée des parkings une technologie que nous avons brevetée pour permettre un contrôle d'accès intelligent et l'accès avec le téléphone portable. En quelques heures, nous transformons ces parkings d'un bloc de béton en un parking connecté à Internet. Au final, nous obtenons 3 gagnants. L'automobiliste qui peut trouver, réserver une place, être guidé à sa place, ouvrir le parking avec son téléphone, et il paye entre 20 et 80% moins cher que des offres concurrentes. Nos partenaires, donc je vous les ai cités précédemment, qui récupèrent des revenus additionnels sur des places existantes qui étaient peu sous-utilisées ou pas utilisées du tout, et la ville, puisque cette offre alternative contribue à libérer la voirie, donc les places de stationnement dans la rue, de l'emprise des véhicules. Avec simplement le temps de recherche de places économisé par nos utilisateurs dans leur voiture, nous faisons économiser à la ville de Paris à peu près 10 tonnes de CO2 par mois, et nous ne sommes encore qu'une start-up. Alors, ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans une dizaine de villes en France, avec une centaine de parkings, mais nous préparons également l'avenir, donc celui de la Smart City, qui passe par les Smart Parking. Donc, nous travaillons avec des aménageurs, des promoteurs, des constructeurs pour fabriquer la porte digitale qui vous permettra demain de, stationner dans un parking résidentiel quand les résidents sont partis ou quand les employés de bureau ont fini de travailler, vous pouvez utiliser la place le soir ou le week-end, accéder à des services d'autopartage dans ces parkings ou alors y venir recharger votre véhicule électrique. Ce n'est pas de la fiction. Le premier parking emblématique qui va sortir, ce sera fin 2016. Le projet s'appelle SmartSay et c'est une vitrine du savoir technologique français dans lequel nous avons la chance de faire partie des briques d'innovation qui seront délivrées parmi un certain nombre d'autres innovations dans les domaines juridiques, commerciaux, mais aussi dans les techniques de bâtiment, dans la gestion des fluides, dans la dépollution des sols, etc. Il vous reste 10 secondes. Eh bien, ça tombe bien, j'ai fini. Je vous donne rendez-vous au village des startups où nous sommes présents pour répondre à vos questions. Et puis, en finale, des Grands Prix de l'innovation de la ville de Paris, où nous avons aussi l'honneur d'être sélectionnés. Bravo, merci beaucoup Frédéric Seban. Je vous invite à regagner la salle. Mais je crois qu'on vient d'avoir un bel exemple de ce que le numérique pouvait produire au service de l'humain. Et c'est quelque chose dont on va parler dans cette table ronde en particulier et qui fait écho aux paroles de Madame Hidalgo en ouverture de ce forum, puisqu'elle a dit très précisément la technique doit être au service de l'humain et les citoyens sont les décideurs, entre autres choses évidemment. Donc on va beaucoup parler de ça dans cette table ronde. On va voir comment la Smart City, qui fait l'objet de ce forum, est aussi une
ville collaborative, une sharing city, une ville humaine et, espérons-le, une ville résiliente. Ce que je vais vous proposer à chacun d'entre vous, c'est de vous présenter au moment où je vous donnerai la parole, les uns, enfin, au fur et à mesure du déroulé de cette table ronde. On va commencer avec vous, Monsieur Babinet, dans un premier temps, pour, en quelques mots, essayer de résumer la progression fulgurante du numérique ou du digital ces dernières années et quelles en sont les implications pour la société dans son ensemble, mais en restant dans un premier temps à un niveau assez général. J'adore les questions Merci. ouvertes comme ça, où il faut tout résumer en 3 phrases. Alors le numérique va très bien, merci. Donc moi je suis Gilles Babinet, je suis un entrepreneur et en même temps je suis digital champion, c'est-à-dire que je représente la France auprès de la Commission européenne pour les enjeux du digital. Qu'est-ce que je pourrais dire à l'égard d'un sujet aussi vaste ? Qu'est-ce que ça a changé de majeur dans notre vie quotidienne? Le numérique change tout. Enfin, moi, je prêche pour l'idée que le numérique est une révolution anthropologique et industrielle de même ampleur, voire supérieure aux 2 précédentes révolutions qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'on a un coût de l'information qui est marginal et tout devient possible. Parler avec des gamins de 25 ans, c'est tout à fait impressionnant de voir qu'ils ont une connaissance, ils ont une culture qui n'est pas celle de ceux de 45 ans et ils ont une conception de ce qu'il est possible de faire, du champ du possible, qui est tout à fait surprenante. Ils n'ont pas beaucoup de considération pour leurs aînés, en tout cas pour ceux que je fréquente, qu'ils considèrent comme ayant quand même failli. Je crois qu'ils n'ont pas forcément tort quand on voit l'actualité à laquelle, à la fois sur le plan environnemental et je dirais le plan stratégique, militaire et autres terroristes auxquels on est confronté, et ils pensent qu'il faut repenser le monde d'une façon différente. Et je pense qu'à la différence de leurs aînés, les papy-boomers, qui ont pensé pouvoir repenser le monde, penser l'utopie, mais qui n'ont pas eu la capacité de la faire, ils disposent de nouveaux outils, un accès à la connaissance, un accès notamment aux expérimentations qui fonctionnent, une capacité de dupliquer ces expérimentations qui fait que le potentiel de passage à l'acte depuis l'utopie devient beaucoup plus réalisable. Et je ne cesse de voir dans le monde entier, en particulier dans les émergents, des choses tout à fait stupéfiantes qui apparaissent, qui montrent que finalement, ce qui paraissait impossible il y a seulement quelques années, quelques décennies, devient possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'au-delà, encore une fois, du contexte dans lequel on se trouve, il faut non seulement garder espoir, mais il faut être capable de se projeter à partir des technologies, mais aussi de refonder, je pense, le champ de la pensée politique, parce qu'on est toujours dans des incréments qui nous empêchent vraiment de passer à l'acte. Merci pour cette brillante introduction. On reviendra effectivement aux aspects plus démocratiques et ce genre de choses. Monsieur Mamoumani, vous êtes président du Syntec. Je vous laisse en dire en quelques mots le Syntec numérique. Et je crois que vous partagez pas mal de ce que vient de dire Gilles Babinet. Mais comment est-ce que vous voyez ça aussi, vous, dans les entreprises ? Oui, bonjour à tous. Oui, je m'appelle Guy Mamoumani, je suis le président du Syntec numérique, mais aussi un entrepreneur, puisque je co-préside une entreprise de services du numérique de 3000 personnes qui s'appelle Groupe Open. Alors le Syntec numérique regroupe près de 1600 adhérents qui sont des petites start-up comme des très grands groupes de l'informatique, avec une vision, on va dire, assez citoyenne de la transformation numérique de notre pays, qui rejoint évidemment ce qu'a dit Gilles Babinet, avec qui nous sommes très souvent en phase, mais qui a le mérite, puisque nous avons des entreprises qui travaillent sur ces sujets, eh bien, de proposer des solutions. Et je voudrais revenir sur juste une idée reçue qui va être l'objet de notre débat, j'en suis sûr, qui est celui de la déshumanisation par le numérique. Voilà. Et j'ai une conviction profonde, c'est qu'au contraire, le numérique est un outil de réhumanisation. Alors, quand on parle de déshumanisation, moi je fais référence tout simplement à eh bien, le patient du fin fond de la Creuse qui n'arrive pas à trouver un médecin. Je fais référence à simplement les amphis bondés de nos facultés. Je fais référence à la personne qui fait la queue le samedi après-midi pour aller acheter une boîte de petits pois. Et je dis que le numérique, au contraire, va permettre de libérer le temps, libérer les énergies, faciliter la vie pour s'occuper d'un meilleur vivre
Et le Syntec numérique est très engagé sur ces sujets. Alors bien sûr, nous avons des commissions éducation, santé et autres, mais une de nos commissions qui est les plus active s'appelle Smart City, et à laquelle de nombreuses entreprises travaillent pour proposer des solutions du mieux vivre ensemble grâce au numérique. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va voir maintenant, on va sortir du fin fond de la Creuse et du désert médical pour revenir dans les villes et essayer de voir avec des illustrations concrètes quelles applications peuvent permettre de rendre la ville plus facile à vivre grâce au numérique. Et pour ça, je vais donner la parole à Monsieur Azeraf. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Hein. Vous êtes directeur général oui, je suis directeur général stratégie de JC2Co. JC2Co. Et donc, vous allez nous parler de Vélib, qui est un exemple un peu iconique de ce que c'est une des premières applications, peut-être du numérique et de la pratique du partage dans la ville. Donc, je crois que vous avez quelques chiffres à nous annoncer pour illustrer le succès du Vélib à Paris et ailleurs. Bon, alors quelques chiffres, vous les connaissez sans doute tous, mais en préambule, je voudrais en effet rappeler, parce que ça date de 2007, un Vélib, ça peut paraître un peu loin désormais pour certains, c'était sans doute une des premières représentations de l'économie partagée, puisqu'on mettait à disposition des Parisiens près de 20 000 vélos en libre service, en les exonérant totalement de la possession de leur propre vélo, du fait de devoir les gérer, les protéger. Et on a mis ça sur l'espace public avec une vision qui était celle à l'époque de la mairie de Paris, de se dire que ça doit être ouvert à tous, tout de suite, quels que soient les arrondissements, avec un très grand maillage. Et avant même l'ouverture, d'ailleurs, on avait 10 000 abonnés, on en a 300 000 aujourd'hui. C'est devenu sans doute un des grands symboles, en tout cas urbain dans le monde, d'une forme d'économie partagée avec un objet, le vélo en libre service. Alors Vélib, chaque jour, c'est en effet entre 130 et 150 000 locations. Sans doute qu'un certain nombre d'entre vous l'utilisent, 40 000 locations par an. Mais ce qui est intéressant, c'est un autre volet, au-delà des objets connectés, que représentaient aussi les stations Vélib, c'est que c'est devenu aussi un objet de lien social dès son lancement. C'est-à-dire que les gens se sont appropriés le service, ils s'entraidaient pour faire comprendre aux visiteurs occasionnels, aux touristes, aux primo-utilisateurs comment ça fonctionnait. Il y a une communauté Vélib sur le web, il y a un comité d'utilisateurs. Bref, ça a bien dépassé, je pense, le seul objet du vélo et la seule mobilité en tant que telle. Ça a été un phénomène assez étonnant, qui d'ailleurs est devenu un cas à Harvard, et ça montre bien que ça a eu une dimension qui va au-delà de la mobilité. Merci beaucoup. C'est vrai, en vous écoutant, je me disais que l'endroit où j'ai le plus parlé avec des inconnus, c'était à des bornes Vélib. Je ne sais pas si c'est très bon signe, parce qu'en général, c'est parce que ça ne marchait pas très bien, mais c'est il y a longtemps, je dois reconnaître. Oui, mais c'est vrai que les gens se parlaient, les gens faisaient preuve d'entraide. C'est suffisamment rare pour être souligné. Donc le lien social, effectivement. Pilar Conesa, vous allez vous présenter également. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, de votre point de vue, vous allez nous dire quel il est, vous observez que la ville, la Smart City, la ville connectée, est plus vertueuse sur un plan déjà environnemental, avant de parler d'autres aspects? Thanks. Sorry, I'll speak in English because my French is not good. My name is Pilar Conesa. I am the curator of the Smart City Expo World Congress, the reference event about smart cities, and I am the founder of Antevertin, a consulting company about smart cities. About your question, of course, smart cities is aligned with environmental solutions, because climate change is one of the main challenges of 21st century. In fact, in next week, COP21 will be here in Paris, and smart and sustainable is one of the main topics of smart cities. And it's based in different ways. One is mobility. It's clearly the sustainable mobility is one of the topics of smart cities. We know how Belief has added value as a shared vehicle system here in Paris, a leader
in the world. But sustainable mobility based in public transport, in bicycle, in shared vehicles is the basis of a smart city, but also energy. How the cities can produce energy in different buildings and how this production can be connected through a smart grid in order to share the energy that is not using at one time. This implies also legislation and some procedures from the state level and the city level. And also how we manage the water in order to reduce the consumption of water, to recycle the water, and to develop smart systems in order to manage in a better way and efficiency way the water. And finally, one topic that is now starting is the circular economy. How is changing the model of production in order that not use and buy and use every time, that to reuse products in order to be more sustainable with the society and with the environment. Merci. Donc effectivement, tous ces nouveaux modèles économiques que sont l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire et donc l'économie collaborative, puisque c'est plus exactement le sujet de cette table ronde, qui ont pour vertu, en principe, de rendre la ville, sur un plan environnemental, plus vertueuse. Gilles Babinet, je me retourne vers vous au sujet d'un point que M. Mamoumani a déjà un peu abordé sur est-ce que la technologie est un facteur de déshumanisation? Est-ce qu'il y a un risque, vous avez parlé quand on a préparé cette table ronde, de dictature élitiste? Et comment faire pour l'éviter? Mais vous m'avez dit aussi, les villes les plus connectées sont les plus inclusives. Est-ce que vous pouvez commenter un peu, revenir sur ce point, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas envie, je pense pas que ce soit le sujet de plonger dans un cours de philosophie. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. J'interviens souvent là-dessus. Je fais même un petit travail de recherche à cet égard. J'ai titré récemment ça une intervention transhumanisme ou techno-chamanisme, qui est, le titre semble un peu abscon, mais pour autant c'est la relation au sensible que l'on peut entretenir avec la technologie. Est-ce que la technologie supprime la poésie ou est-ce qu'elle permet au contraire de la sublimer? Et c'est un vrai débat. Et je pense que pour résumer un peu les choses, je le disais il n'y a pas très longtemps encore avec, dans une intervention, c'est que je crois que la vocation de la technologie, c'est de disparaître. C'est-à-dire que si votre technologie est visible, c'est que c'est raté. Et au-delà de ça, il me semble que dans une ville, il y a des technologies qui sont plutôt ce que j'appellerais des hard technologies. Par exemple, le sujet de l'énergie, c'est un sujet a priori de spécialistes qui n'est pas forcément très inclusif. Il y a un certain nombre de sujets comme ça, faire en sorte que la circulation dans la ville fonctionne bien, c'est très très technologique, et ce ne sont pas nécessairement des sujets inclusif. Et puis, il y a une quantité incroyable de sujets qui sont passionnants et extraordinairement inclusifs, qui vont de comment détecter les foyers de précarité, comment comprendre où est-ce qu'il y a des distorsions dans les processus éducatifs, à des sujets qui sont du domaine de la démocratie participative. Et je pense que pour faire un long discours simple, finalement, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les technologies soient accessibles à l'ensemble des citoyens. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Si je vous parle de big data, moi je ne suis pas capable de faire de l'algorithmie de big data. Et pourtant, avec la big data, je peux faire des choses extraordinaires. Et donc, c'est cette espèce de continuité qu'il y a entre cette notion de technologie quasiment savante à l'usage que l'on peut en faire, qu'il faut assurer. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un rôle qui a une certaine portée politique. C'est-à-dire comment vous faites pour que les technologies servent à tout le monde et quels sont les modes de collaboration qu'il faut mettre en place pour faire ce genre de choses. Donc la ville, ce n'est pas uniquement de dire bon, bah, c'est super, la démocratie participative, on va faire une plateforme et puis débrouillez-vous. C'est de dire, plus encore,
qu'est-ce qu'on peut faire qui soit inclusif? Qui a des idées là-dessus? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous utilisez la technologie pour faire ce genre de choses? Donc c'est une longue route, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est nécessairement, je crois, la voie que doivent employer les villes. Je finirai en vous disant, un exemple qui est intéressant, c'est la ville de Palo Alto. Palo Alto, c'est la ville des techs. Il n'y a pas un endroit au monde où il y a plus de tech. Et finalement, quand vous regardez... Silicon Valley. Silicon Valley, le cœur de Apple, etc. Ouais. Donc, vous sortez, vous descendez au café le matin, vous avez 80% de codeurs. Et puis les gars qui ne sont pas codeurs, ils bossent quand même dans la technologie. C'est humain, ça, vous trouvez? Pardon? C'est humain? Non, c'est pas humain. Mais vous allez voir là où je veux en venir. C'est que... Et donc, le maire, il a dit, bon, écoutez, voilà, open data, on va essayer de faire des expérimentations. Et très vite, c'est assez marrant parce qu'ils se sont dit, en fait, il nous faut des vrais gens. Nous, on est trop dedans et où est-ce qu'on peut aller chercher des vrais gens pour faire des vraies réalisations? Et ils ont été chercher des gens qui n'étaient pas des techs pour leur dire c'est quoi vos vrais besoins? Parce que sinon, vous étiez dans la 5e dimension, quoi. Ouais. C'est donc finalement, voilà, c'est être capable de créer de la continuité et de la pluridisciplinarité. Je pense que c'est une des bases de la solution. Alors, encore une fois, je pense que vous vous rejoignez complètement, puisque vous m'aviez dit aussi la technologie, c'est pas le sujet, ça n'est plus le sujet. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Absolument. D'ailleurs, venant d'un représentant de l'industrie de l'informatique, c'est plutôt inattendu. Mais je partage 100% des phrases que vient de dire Gilles Babinet. Ce n'est plus un problème technologique. La diffusion du numérique dépasse complètement le sujet technologique. Et c'est vrai, à partir du moment où on voit la technologie, cette phrase est très juste, on est déjà perdant. Bien entendu, c'est ça notre travail, c'est de rendre la technologie transparente pour que l'utilisateur l'utilise de façon totalement transparente. Et ce que je voudrais dire, c'est que cela doit s'accompagner d'une formation massive de toute la population de notre pays. Voilà, du monde entier d'ailleurs. On a tendance à croire que la formation au numérique, au coding, à la cybersécurité sont des affaires de spécialistes. Or, nous avons vraiment la conviction que pour aboutir à ce que vient de décrire Gilles, il faut absolument que tout à chacun ait un niveau pour pouvoir utiliser de façon responsable, d'abord en tant que citoyen, en tant que consommateur, mais aussi pouvoir l'utiliser de façon efficace en tant que travailleur. Il faut savoir quand même que 90% des métiers seront concernés par le numérique à un horizon de quelques années. C'est une étude de Nelly Cross à l'époque. Donc, il faut absolument insister sur la nécessité de cette formation massive. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de contradiction, si je puis me permettre, entre le fait que vous disiez qu'il faut que ce soit complètement transparent et qu'on facile et qu'on ne s'en rende même pas compte que la technologie est là, et qu'il faille former massivement la population? Alors, vous avez raison, je dirais plus un paradoxe qu'une contradiction. C'est parce que, regardez, quand on utilise Internet, eh bien, globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est très intuitif et très facile. Mais pour autant, il faut avoir une vraie responsabilité par rapport à son utilisation en termes de sécurité, en termes de protection des enfants. Et donc, il faut comprendre ce que l'on utilise. Donc, c'est vrai, ça peut paraître une contradiction, mais ce n'est pas du tout une contradiction. C'est au contraire nécessaire dans une utilisation responsable. Et puis, dans une utilisation professionnelle, là, on sera amené à avoir aussi à gérer une certaine complexité. Ça, je dirais que c'est la caractéristique des métiers aussi. La digitalisation des entreprises, en l'occurrence. Exactement. Oui, Madame Conessa, vous vouliez intervenir. It's clear that technology can add a gap between social classes or can reduce the gap. La fameuse fracture numérique qui remonte à quelques années, mais quand même. But at this moment, with internet access through the mobiles, the technology is reducing the gap between the social classes. For example, in Latin America, in Africa, with the mobile phones connected to internet, there are more people connected with more opportunities than without it. So it's important to guarantee the access of everybody to the internet and to the technology. But the technology is a tool, but it's a tool that can help the people connect between them and create communities and create more participation
and this is good for the society. Monsieur Azeraf, dans certains abribus de la ville de Paris, on peut trouver des écrans tactiles, je crois, avec un certain nombre d'applications. Est-ce que ça, pour vous, c'est un vecteur de partage ou est-ce que c'est interactif? Je ne sais pas comment, enfin, quel rôle ça peut jouer. Est-ce que ça s'inscrit dans Sharing Cities, de votre point de vue? Si vous voulez, comme souvent, quand on essaye d'inventer ou d'imaginer les services du futur dans la ville, on interroge les citoyens et on leur demande à intervalles réguliers ce qu'ils attendent de leur ville demain. Alors en effet, il y a des thématiques qui ressortent très régulièrement, la ville durable, la ville où la mobilité serait facilitée, et c'est comme ça qu'on a imaginé Vélib en son temps, à partir des réponses. Et puis quand on a dû travailler sur l'appel d'offres des abribus de Paris, puisqu'il a assez peu de temps, on les a interrogés pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils attendaient d'un abri voyageur. Ça ne va pas de soi de se dire, on me pose des questions en groupe Cali, en groupe Canti. Et ce qui nous est apparu, c'est que les gens nous ont dit pour beaucoup, indépendamment des fonctions de référence, s'abriter, on voudrait que ce soit un outil d'information, que ça nous permette en temps réel de savoir un certain nombre de choses sur les transports, bien sûr, mais également sur les loisirs, sur la culture, sur l'histoire. Et donc on a imaginé cet écran digital de contenu, où alors d'abord évidemment gratuit, accessible à tous, sur une base d'une quinzaine d'applications qui sont développées d'ailleurs par des startups pour l'essentiel, sur la base d'un jury composé de la ville de Paris et de nous-mêmes. Et le brief est très simple, c'est développer des applications qui vont faciliter, qui vont simplifier le quotidien des gens dans la ville. Je dirais bien aux startups dans la salle de participer, mais ça vient de justement se clôturer le concours de cette année. Exactement, c'est un concours annuel et donc le deuxième concours vient de se clôturer. Le jury va se réunir et choisir les applications qui nous paraissent les plus adaptées pour simplifier la vie en ville. Et nous sommes convaincus qu'un certain nombre de ces applications dans un futur assez proche seront des applications participatives. C'est-à-dire le fait de demander leur point de vue aux gens sur un certain nombre de sujets. Je rappelle que par exemple, à Sao Paulo, sur nos écrans digitaux en ville, défile le fil Twitter de la ville de Sao Paulo, c'est-à-dire que les gens donnent en temps réel leur point de vue sur un certain nombre de réalisations de la collectivité. Et donc cette réalité-là, elle va nous arriver. Évidemment, ces messieurs et madame ont tout à fait raison, la technologie n'est qu'un moyen pour aboutir à un usage qui soit collectif et utile. Mais est-ce que, par exemple, les fameuses 15 applis, vous les avez fait noter, estimer, évaluer par les Parisiens? Alors nous avons cette obligation avec la ville de Paris, qui est d'une part de mesurer la fréquentation de chacune de ces applis, quand, combien de temps, etc. Mais ça c'est très quantitatif. Et ensuite de faire des groupes quali pour mesurer la perception, dire c'est utile, ça sert à rien, je ne comprends pas, c'est trop complexe, et puis remplacer le cas échéant ou améliorer les applications qui doivent l'être. Donc tous les ans, nous évaluerons toutes les utilisations. Et alors qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui a le plus de succès? Mais je ne pourrais pas dire publiquement avant que ce ne soit la ville elle-même qui prenne la parole sur le sujet. Voilà ce qui a bien marché, ce sera un dialogue que nous aurons en commun avec la ville pour montrer ce qui est apparu comme très efficace. D'accord, très bien. Bon, on attendra alors. Voilà. Gilles Babinet, de nouveau, quelles sont les expériences dites démocratie intéressantes qu'on peut voir en France ou d'ailleurs peut-être à l'étranger également? Vous avez commencé à en évoquer tout à l'heure, puisque on a parlé de l'implication citoyenne du point de vue, ce que vous expliquez par rapport aux applis, etc. Mais si on parle d'une façon plus politique, plus vraiment implication citoyenne au sens de la politique, au sens propre du terme, il y a des choses qui ont commencé à être mises en place récemment, notamment à Paris, en France. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, alors il y a des initiatives ici, on va faire un peu de placement de produits, mais... c'est vrai, la mairie de Paris, c'est quand même une grosse commune, et 5% du budget a été mis en délibéré auprès des citoyens. Et je crois que les échos que j'en ai, c'est que c'est un succès. C'est un succès parce que non seulement, évidemment, il y a eu un niveau de participation qui est élevé, mais au-delà de ça, il y a eu un engagement, c'est-à-dire une participation créative qui a été intéressante. De même, d'ailleurs, on pourrait évoquer le texte de loi sur le numérique qu'Axel Lemaire a mis à la consultation publique.
c'est quand même une première. Et si vous voulez, moi ce que j'entends toujours dire lorsque j'évoque ces sujets, notamment avec les acteurs politiques, c'est ça va être une déferlante populiste et poujadiste, et donc c'est la raison pour laquelle on tient à contrôler très fermement ce type d'initiative. Or, ça n'est pas le cas. C'est pas le cas, et tant mieux, ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres. Bien sûr, et je crois que même si ça l'était, c'est une obligation morale que l'on a d'aller dans cette direction, parce que vu le niveau de faillite politique auquel on est confronté, et je ne blâme aucun parti en particulier, je constate juste que ça fait 40 ans qu'on nous vend la réforme qui ne vient pas, et qu'évidemment, au bout d'un moment, les gens font n'importe quoi. Et donc, c'est le moment, et je crois que c'est un moment, c'est un propos un peu politique, certes, mais c'est un moment essentiel de se dire, soit on sombre tous ensemble, soit on change de modèle. Et si vous voulez, les politiques tiennent déjà compte de facto de la représentation sous la forme de la participation sous la forme de l'émergence des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme ils sont quand même assez coupés du pouvoir, ils ont une expression qui est brutale. Mais on a de bonnes raisons de penser que si on relie ça à l'action, eh bien, il y aura une modération spontanée qui va apparaître de ce fait. Donc, il faut avoir confiance dans les citoyens. On est un peu comme à la frontière de l'Ancien Régime et puis de la République, au moment où l'Ancien Régime disait « Mais vous n'imaginez pas donner la parole à ces gueux ». C'est exactement ce qui s'est passé. Vous croyez que ça va se passer de la même façon, parce que c'est pas très en tout cas, je le rassurant. souhaite vivement. Je pense qu'on est quand même un grand pays, un pays qui a une expérience démocratique ancienne, et on n'a pas le choix. On doit impérativement faire ça. Il y a Paris et la banlieue aujourd'hui, et c'est deux peuples qui s'ignorent très clairement. Si vous voulez, la raison pour laquelle le processus, par exemple, éducatif n'est pas réformé, c'est parce qu'à Paris, il marche très bien. Je suis désolé de le dire comme ça, mais la réalité, c'est que si Henri IV se met à dérailler, je vous assure qu'on va se poser plus sérieusement la question de savoir... Ça pourra prendre un petit moment, s'il faut attendre ça pour que mais ça pour bouge. répondre à la deuxième partie de votre question, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne parlerai même plus de processus démocratique, je parlerai d'engagement. Quand vous faites un cadastre participatif en Amérique du Sud ou au Kenya, et que ça fonctionne, est-ce que c'est de la démocratie ou est-ce que c'est de l'engagement? Je pense que c'est les deux, en fait. C'est le fait que vous avez des citoyens, des nomades dans certains cas, on leur donne des apps, ils passent du Moyen-Âge au XXIe siècle, et pour eux, c'est pas tant la technologie, c'est le fait qu'ils doivent se sédentariser, et donc il faut trouver une solution qui soit fonctionnelle. Et le principe, c'est de dire, si vous avez le même bornage que celui de vos voisins, eh bien, vous allez recevoir un reçu cadastral, et ça fonctionne remarquablement bien. Et je pourrais vous donner plein d'applications, Ushaidi et tout un tas d'autres, qui sont absolument fantastiques. Ushaidi Ushaidi, c'est une plateforme qui, ça a été inventé pendant les émeutes en 2005 au Kenya également, vous permet d'aller à un point A à un point B, en vous assurant que vous n'allez pas rencontrer des brigands de grand chemin. Donc ça fonctionne comme ça, et puis c'est devenu une plateforme globale sous l'égide de la Bill et Melinda Gates Foundation, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est un outil d'inclusion, parce que finalement c'est un outil qui fait en sorte que voilà, il y a moins de crimes, la mobilité, c'est un facteur de mobilité sociale avant toute chose. Donc quand vous accroissez la possibilité pour les gens de pouvoir se déplacer en toute sécurité, vous accroissez leur champ du possible, et c'est ce que permet entre autres Ushaidi. Des plateformes comme ça, il y en a plein. Je pourrais vous donner, je sais pas, 10, 50 expérimentations réussies que l'on peut développer à différentes échelles. Et si vous voulez, je crois que la démocratie ne s'arrête pas au fait que c'est institutionnalisé. La démocratie, c'est pour moi de l'engagement. C'est de l'engagement et finalement de la mobilité sociale. Vous avez cité des exemples à la fois en France et dans des pays en développement. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, et singulièrement la France, est plus frileuse que justement ces pays-là pour passer à cette forme d'engagement? C'est toujours le même problème. C'est lorsque vous avez une histoire, eh bien, il faut vivre avec cette histoire. Et si vous voulez, on dit toujours, mais ces pays, notamment les démocraties récentes, pensons par exemple aux pays de l'ancien bloc de l'Est, eh bien, évidemment, ils ont une histoire parfois dramatique qui les pousse à envisager les choses différemment. Si je prends par exemple l'Estonie, l'Estonie ne se méfie rien de plus que des pouvoirs forts. Et donc, ils ont une culture qui, entre guillemets, est relativement libérale.
pour eux, l'État, c'est par essence dangereux parce qu'ils ont été martyrisés par le bloc soviétique. Et donc, de facto, ils ont tendance à se dire, plus on numérisera, plus finalement on évitera l'arbitraire. C'est une approche comme une autre. Nous, on a une approche qui est différente, et je pense qu'il ne faut pas blâmer finalement le fait qu'on aille différemment, parce qu'on a aussi un niveau d'inclusion démocratique qui est quand même remarquablement élevé. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour autant, je crois que tout le jeu, c'est de savoir être capable de ciseler de façon intelligente la différence entre ce qui requiert de l'habitude qui devient un peu pesante, de ce qui est finalement une pratique remarquablement inclusive et fonctionnelle. Voilà, on a un peu des deux et voilà, il faut avancer. Alors, Pilar, vous parlez de e-government, we-government et entre les deux, open government. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment passer de l'un à l'autre et où est-ce qu'on en est, à votre avis, aujourd'hui? It's like the evolution that we are living from some time ago. The government started maybe 15 years ago with the e-government in order to introduce the digital solutions in a better government inside, in order to give better services to the citizen. But e-government, it was more inside of the La city digitalisation government. à l'intérieur du gouvernement. Yeah. After that, maybe 5 years ago or something like that, started the open government in order to, for the government open to the citizens, in order to be more open, more transparent, with more transparency. But it's and with some participation. But open government maintains that is the government is from the government to the citizens, and we government is the movement that has started more recently, answering the demand of the citizens for more participation in order to govern the city with the citizens to the citizens. So is with taking into account the opinion of the citizens and making decisions about priorities, about budget, but also involving the citizens in several services to manage the city, in order that to have a real city managed between the citizens and the city. There are a starting movement with the name Urban Commons is linked to this movement in order that the city governments take more account the citizens in all the deployment of the services. Merci beaucoup. Monsieur Mamoumani, est-ce que vous avez l'impression qu'on est arrivé à ce stade-là où en fait on n'est plus dans une relation, comme on dit, top-down, mais bottom-up, depuis le citoyen vers l'instance de gouvernement? Est-ce que vous voyez ça? Et est-ce que vous voyez même dans des sphères peut-être plus entrepreneuriales, enfin dans le monde de l'entreprise? Non, je ne crois pas qu'on en soit encore à cet objectif que je vois au quotidien, qui n'est pas encore, on va dire, déployé. Simplement, si vous permettez, je vais donner un peu le regard de l'industriel du numérique et ce que ça signifie par rapport à ces sujets. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes une industrie où il y a 400 000 salariés, où nous avons annoncé ce matin même qu'il y avait eu 12 000 créations nettes d'emplois. Donc, ce qui signifie que dans Bravo. Oui, c'est pas du genre de nouvelles qu'on entend tous les jours. Donc. Voilà, exactement. Et pourquoi j'en parle? Parce que, tout simplement, on est quand même dans un pays très morose actuellement, où il n'y a pas de croissance, où il y a un chômage des jeunes qui est endémique, une précarité de l'emploi des jeunes. Et puis là, on a comme un îlot de prospérité, entre guillemets, dans cette industrie, où on recrute des jeunes par dizaines de milliers, quand même, chaque année, où on propose des CDI à 93,7%,
des salaires qui sont plutôt plus élevés, et tout ça sans aucune discrimination. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Vous pensez que c'est propre à ce secteur d'activité? Ah oui, je suis convaincu d'ailleurs, on parle souvent de CV anonyme ou de difficultés en particulier pour les jeunes des quartiers difficiles. Eh bien, dans notre secteur, ça n'existe pas. D'ailleurs, nous travaillons avec une association qui s'appelle Nos quartiers ont des talents pour dire aux jeunes des quartiers, mais choisissez l'informatique parce que là, au moins, vous êtes sûr de trouver du boulot. Et arrêtez de faire du marketing ou je ne sais quelle autre finance où on va vous embêter parce que vous avez la mauvaise adresse ou vous avez la mauvaise couleur. Et nous disons, et d'ailleurs ça se voit dans nos collaborateurs, il n'y a vraiment pas de discrimination. La seule, c'est celle de la compétence et de la bonne formation. Je reviens à ça. Et il est très important que nos jeunes participent à ce développement et puis le fait qu'on peut encore avoir de l'espoir. Et cette industrie qui est forte en France est vraiment un signal d'espoir pour cette jeunesse. Merci. Monsieur Azerraf, est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Est-ce que JC-Deco recrute, crée de l'emploi de manière indiscriminée? Alors, on recrute, crée de l'emploi et de manière indiscriminée, c'est certain. D'ailleurs, je voudrais quand même, parce que je dirige aussi le marketing de Deco, donc le marketing de Deco est ouvert à tous, d'où que vous veniez en France comme dans le monde. Pas de discrimination anti-marketing. Voilà, et nous sommes dans 80 pays, et d'ailleurs on voit que la mobilité aujourd'hui entre les pays, entre les fonctions est très grande, et c'est pour nous quelque chose de très important. Et en effet, nous sommes également partenaires de Nos quartiers ont du talent, parce que ça nous paraît en effet aussi une responsabilité d'entreprise que de montrer l'exemple en la matière, parce que nous avons cette possibilité de montrer au plus grand nombre un certain nombre de choses. Mais peut-être juste pour dire un mot de ce qu'on vient d'évoquer sur la participation. Si moi je ramène ça à un univers que je connais un peu mieux, qui est celui de la publicité, aujourd'hui la massification des émetteurs a quand même largement modifié le rapport de force entre des marques qui à une époque pouvaient raconter ce qu'elles voulaient et puis des gens qui recevaient l'information sans pouvoir la challenger en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est plus possible dans aucun domaine, parce que si vous commencez à raconter n'importe quoi, les émetteurs que nous sommes tous vont faire savoir au plus grand nombre ce qu'est la réalité. Et d'ailleurs, si vous observez maintenant les émissions politiques, chacun est beaucoup plus prudent, puisqu'il y a ce qu'on appelle, je crois, le fast-checking. Voilà, où vous avez en direct des gens qui disent « mais ça, c'est pas vrai, voilà les vrais chiffres », et vous voyez simultanément l'information apparaître. Et ça, je pense que c'est une vraie garantie aussi sur une forme de transparence de l'information. Effectivement. Bon, je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde.